Vous écoutez Mystère Radio. Pierre Billard vous présente l'anthologie du mystère. Francis, il va falloir être courageux, très courageux. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Quoi, Bert? Mes parents. Vous n'avez plus de parents, Francis. Ils sont... tous les deux? Tous les deux. Un accident stupide. Sur la route d'Ettington. Un chauffard qui arrivait à toute vitesse a obligé votre père à une fausse manœuvre. La voiture s'est écrasée contre un arbre. Vos parents ont été tués sur le coup. Oh, j'ai de la peine, Bert. Plus de peine que je ne pourrais le dire. Je les aimais beaucoup. Vous savez, Francis, quelle part nous prenons à votre deuil. Je suis votre ami, votre camarade d'Oxford. Mon père avait beaucoup d'estime pour le vôtre. Mon père n'était qu'un comptable chez Limsey & Co., la maison de votre père. Il avait l'amitié de tous ses collègues et l'entière confiance de mon père. C'est d'ailleurs mon père qui a tenu à ce que je vous apprenne moi-même cet accident navrant. Sait-on qui l'a causé? Non. Mais à coup sûr une canaille, car il a filé sans s'arrêter, sans s'inquiéter des victimes. Quel lâche! Nous nous entendions si bien tous les trois. Je comprends votre douleur, Francis. Mais il faut réagir. Et le mieux, c'est de vous mettre tout de suite au travail. Au travail. Pour vous, Bert, c'est aisé. Votre père vous a pris dans sa maison de commerce, une des plus grosses de Liverpool. Vous êtes riche. Très riche. Je suis pauvre. Très pauvre. Et je ne sais rien faire. Vous venez de sortir de l'université d'Oxford, Francis. Oui. J'y ai appris à porter un chapeau melon et à tenir un parapluie correctement roulé, correctement accroché à l'avant-bras gauche. Mais vous avez été le capitaine du 8 qui l'an dernier a permis à Oxford de battre Cambridge de 2 longueurs. Cela ne me donne pas un métier. Si, Francis. Car vous n'allez pas croire que mon père, ancien d'Oxford, et moi, ancien d'Oxford, allons laisser dans l'embarras un ancien d'Oxford qui sait porter le melon, tenir le parapluie, et qui a donné à Oxford la victoire sur Cambridge. Dois-je comprendre que... Comprenez que vous entrez dans notre maison. Vous faites dorénavant partie de Limsey & Company. Vous y ferez d'abord un stage sous la direction de Joshua Mellit, le plus vieux chef de service. Croyez bien, monsieur Mellit, que je suis très honoré d'avoir été confié à votre direction. Il est dit, préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Proverbe, chapitre 8, verset 10. Soyez assuré que pour vous donner satisfaction, je n'épargnerai ni mon temps ni ma peine. Il est dit, le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Proverbe, chapitre 19, verset 24. Je ferai de mon mieux, monsieur Mellit. Je crois être un garçon sérieux. Je suis tempérant. Je ne joue pas.
Et je ne cours pas après les femmes. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est là une femme belle et dépourvue de sens. Proverbe chapitre 7, verset 22. Je me permets donc d'espérer que dans ce métier où j'ai tout à apprendre, vous voudrez bien au début m'aider un peu. Et il est dit, si tu vois l'âne succombant sous sa charge, tu aideras à le décharger. Exode chapitre 23, verset 5. Oh, vous êtes tout à fait aimable, monsieur Mélite. Je suis un vieil homme, instruit par l'expérience, nourri par la sagesse. J'étais dans les meilleurs termes avec votre pauvre père, et les sentiments honorables que j'avais pour lui, j'entends les reporter sur vous, Francis Bessette. Car il est dit, si ton frère devient pauvre près de toi, tu ne domineras pas sur lui avec dureté. Lévitique, chapitre 25, verset 43. Que savez-vous faire? Oh, je sais porter le melon et tenir le parapluie. Le melon et le parapluie font le gentleman. Soyez donc un gentleman, Francis Bessette, et parce que vous êtes un gentleman porteur du melon et du parapluie, n'oubliez jamais qu'il est écrit « Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche provoque les coups. » Proverbe, chapitre 18, verset 6. Allô? Allô, c'est bien à Francis Bessette que je parle? Lui-même, oui. À qui ai-je l'honneur? Je suis Harry Hosley. Oui, le vieil ami de votre père. Je tiendrai à vous rencontrer le plus tôt possible. C'est fort aimable à vous. Oh, je ne fais que m'acquitter d'un devoir. La veille de sa mort, votre père m'a remis une lettre que je devais vous donner au cas où il lui arriverait quelque chose. La veille de sa mort? Oui. Mon père aurait donc eu la prémonition de son décès? Oh, c'est plus grave que cela, Francis Bessette. Votre père m'a révélé que le hasard l'avait mis au courant d'un secret périlleux et qu'il craignait pour sa vie au cas où les autres se rendraient compte qu'il savait. Les autres? Mais quels autres? Il ne me l'a pas confié, ni non plus quel était ce secret. Mais tout est dans la lettre. Et cette lettre? Oh, je la porte toujours sur moi. Venez la chercher dès que vous pourrez. Bien, voulez-vous demain? Le plus tôt sera le mieux. Je vous attends demain, à 3 heures. Et prenez garde à vous. À moi? Les assassins de vos parents n'hésiteront pas à vous faire disparaître si vous les gênez. Les assassins? Mais mes parents n'ont pas été assassinés. Oh, ne soyez pas si naïf, Francis Bessette. Ce ne serait pas la première fois qu'on camoufle un crime en accident. Alors, monsieur Bessette, qu'avez-vous fait? Alors, commissaire, je me suis rendu chez Harry Hosley comme il avait été convenu. Et vous avez appris là que 2 agents étaient venus le chercher et l'avaient emmené. Oui. J'en ai été très surpris. Vous le pouviez, monsieur Bessette. Les agents n'étaient pas de vrais agents. C'étaient des malfaiteurs déguisés en agents. C'était pas une arrestation. C'était un enlèvement. Un enlèvement, commissaire? Mais pourquoi? Parce que, jeune homme, il ne fallait pas que la lettre confiée à Hosley par votre père tombant entre vos mains. Oh, mais ainsi, vous croyez que... Votre père et votre mère ont été assassinés, oui. J'en ai la certitude. J'ai là le rapport sur l'accident qui leur coûta la vie. Il a été provoqué, et avec un sang-froid qui en dit long sur vos adversaires. Dans le coup, le conducteur risquait sa peau. N'avez-vous vraiment aucun indice sur lui? Il conduisait une Austin vert sombre, c'est tout ce qu'ont pu dire les témoins. Et comme c'était sans doute une voiture volée. Mais vous avez affaire à des ennemis de taille et très très bien renseignés. Vous le pensez, monsieur le commissaire? Oh, tout me le confirme. Ils ont su que Harry Hosley détenait une lettre compromettante, et ils ont su encore que vous alliez vous rendre chez lui. Qui avez-vous mis au courant de cette visite? J'ai naturellement dû demander la permission de m'absenter de chez Limsey Co., la maison qui m'emploie. Très grosse maison qui emploie beaucoup de personnel. À qui précisément avez-vous demandé cette permission? À monsieur Mélite, mon chef de service, et à Burt Limsey, le fils du patron, qui est aussi mon ami. Mais des secrétaires, des dactylos, des téléphonistes ont pu également être au courant. Ça fait pas mal de gens dans une maison comme Limsey Co. Méfiez-vous à l'avenir, monsieur Bessette.
Méfiez-vous. Mais enfin, commissaire, vous allez arrêter ces bandits. Ne vous faites pas trop d'illusions. Nous retrouverons peut-être un jour le cadavre d'Harry Osley. Nous ne serons pas plus avancés. Alors que dois-je faire? Oubliez tout cela. Je ne puis pas laisser impuni l'assassinat de mes parents. Je ne le veux pas. Dans ce cas, Monsieur Bessette, nous nous reverrons sans doute. Je souhaite pour vous que ce soit quand vous serez encore en vie. Miss. Ah, Miss, c'est merveilleux. Vraiment? Qu'est-ce qui est merveilleux? Mais tout est merveilleux, je suis si heureux. Tant mieux. Mais avez-vous remarqué une chose? Ici, c'est un restaurant. Un merveilleux restaurant. Et j'y suis pourtant entré par hasard. Quand on entre dans un restaurant, c'est généralement pour manger. Que dois-je vous servir? Ce que vous voudrez. Vous vous moquez de moi? Mais comment pouvez-vous le croire? Mais j'ai pas faim. Et comment pourrais-je avoir faim? Alors, un potage. Allons-y, un potage. Êtes-vous marié? Ma vie privée vous intéresse? Ah, elle me passionne. Écoutez, je n'ai ni mari ni fiancé. Je pèse 55 kilos, j'ai été vaccinée 2 fois contre la variole et je n'ai jamais été condamnée. Je m'appelle Maureen. Ça suffira comme ça? C'est formidable. Ce qui serait encore plus formidable, ce serait de me dire ce que vous prendrez après le potage. Ce qui vous fera plaisir. Bon. Alors je vous sers du bacon frit. J'ai horreur de ça. Pourquoi, vous n'aimez pas le bacon frit? C'est un plat anglais. Je préfère le ragoût de mouton car je suis irlandaise. Ah. Oui. Irlandaise comme mon père Patrick O'Malley, docker, 1m83, 110 kilos. Mon frère Sean, docker, 1m90, 102 kilos. Mon frère Liam, docker, 1m85, 78 kilos. Et mon frère Rod, docker, 1m86, 85 kilos. Et je vous préviens, c'est une famille dans laquelle on fait une très grande consommation de sparadrap. De sparadrap. C'est merveilleux. Mais pourquoi un tel usage de ce pansement chez les vôtres? Parce que ce sont des Irlandais. Vous comprenez? C'est-à-dire? Oui, il vaut sans doute mieux que vous ne compreniez jamais pourquoi mon père et mes frères s'ennuient parfois de ne se bagarrer qu'entre eux. Cela dit, comme dessert, voulez-vous de la tarte? Ah, ce serait merveilleux. Regardez, aujourd'hui, elle est très belle, la tarte aux pommes. Mais lâchez-moi donc. Oh, vous l'aurez voulu. Par Saint-Patrick, vous devenez folle, Maureen. Oh, mystère, croyez bien que ce n'est pas dans les habitudes de mon restaurant de coiffer les clients avec la tarte aux pommes. Mais ce n'est rien, mistress, ce n'est rien, c'est merveilleux. Je suis désolée, vraiment désolée. D'autant que maintenant, toute ma tarte aux pommes est perdue. Enfin, Maureen, pourquoi avoir fait cela? La tarte aux pommes tout entière sur le crâne de ce gentleman. Il m'avait pris la main, il voulait pas me lâcher, je suis irlandaise. C'est pas une raison. Toute la tarte, avec un peu d'eau et le coin d'une serviette, débarbouillée au moins ce pauvre gentleman. Volontiers. Vous devez me détester. Pourquoi? Après ce que j'ai fait. Attendez, là, l'aile du nez. Aucune importance. Vous trouvez? Et aucune importance puisque je vous aime. Comme ça, tout d'un coup. Eh ben oui, tout d'un coup. Et si vous vouliez... Si je voulais quoi? Ne bougez pas le revers de votre veste. Si vous vouliez, nous pourrions nous revoir dimanche. Ah, vous savez, je suis un gentleman. Je sais. Vous avez le melon et le parapluie. Alors, Maureen, c'est oui? Je dis pas non. Mais tout de même, songez à ma famille et au sparadrap. Ah, nous sommes bien ici, n'est-ce pas, Maureen? Très bien, Francis. Toute la semaine, je vois des tas de gens au restaurant. Le dimanche, j'aime bien les endroits où il n'y a personne. Cet endroit est charmant et désert. Il est tout à fait propice à ce que j'ai à vous dire. Je vous aime, Maureen. C'est vrai? Vous m'aimez? Je voudrais savoir pourquoi. Oh, parce que vous êtes jolie, parce que vous êtes gracieuse. Vous avez dû raconter ça à bien des filles. Non. Avant vous, je n'ai aimé qu'une femme. Anne. Mais ça vous est égal de la laisser tomber sans songer à son chagrin? Son chagrin? À qui? Et à cette Anne, à votre maîtresse. Je n'ai jamais eu de maîtresse. Et Anne est morte. Je vous demande pardon, Francis. Il y a longtemps? Un peu plus de 400 ans. C'était Anne Boleyn, une des femmes d'Henri VIII. Je ne la connais pas. Mais j'aime mieux ça que si ça avait été une Dolly encore vivante. Vous ne pouvez pas être jalouse. Tenez, je vous ai apporté quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Quelques bonbons, tout simplement. Ça, c'est gentil.
Brady and Powell. Tiens, je connais pas ce magasin. Moi non plus. Mais si, c'est là que vous avez acheté ces bonbons. Voyez, c'est écrit sur le paquet. Ah oui, c'est vrai. Brady and Powell. Ah, mais alors le type avait raison. Le type? Quel type? Non, le type en veston à carreaux. Qu'est-ce que vous me racontez, Francis? Je vais vous expliquer, Maureen. En vous attendant, j'étais entré dans un bar. Vous buvez, Francis? Du jus de fruits. Bon. Les Anglais boivent souvent et des liqueurs fortes. Je buvais mon jus de fruits. Un type entre. Un gros type en veston à carreaux. Il me bouscule un peu. Vous lui avez cassé la figure? C'était un très gros type. Et puis il l'avait peut-être pas fait exprès. Un Irlandais lui aurait quand même démoli la mâchoire. Mais voilà qu'en partant, il emporte le paquet de bonbons que j'avais acheté chez Dick & Even et que j'avais posé sur le comptoir. Cette fois, Francis, vous l'avez étendu pour le compte. Non, il s'est excusé. Ou presque. Et il m'a rendu mon paquet. Enfin, ce que je croyais être mon paquet de bonbons et qui n'était pas mon paquet de bonbons. Paquet de bonbons pour paquet de bonbons. Je l'ouvre? Mais bien sûr, Maureen. Mais dites donc, Francis, c'est une blague? Une blague? Oh, Maureen, croyez-vous que je puisse blaguer? Pourtant, regardez. Ce qu'il y a dans le paquet de bonbons, c'est une boîte en fer. Et dans la boîte en fer, du sucre en poudre. Du sucre en poudre? Ah non, n'y touchez pas, Maureen, attendez que j'y goûte. Bon, Maureen, je crois que nous voici dans une drôle d'histoire. Pourquoi? Félicitations, mon petit gars. Vous? Encore vous? Et ici? Avec votre veston à carreaux, je vous reconnais. Ouais, faudrait pas croire, petit, que je t'aurais laissé filer comme ça, hein. J'étais à peu près sûr de te retrouver par là. Pour des tourtereaux. Hein? C'est idéal. Puis alors, vrai, pour ta pépé, hein, pardon, alors là, hein, chapeau. Mais dites donc, gros tas. Ça ne vous dirait rien de faire un petit plongeon dans la rivière, histoire de vous rafraîchir les idées? Mais c'est peut-être toi qui vas m'y envoyer, souris. Alors, je vous prie de vous exprimer plus correctement à l'égard de Miss O'Mulloy. Oh, Milord, faites excuses. Tout le monde ne peut pas être gentleman, hein? Bon, seulement assez de politesse comme ça. Allez, refile-moi la camelote. Enfin... Allez, ça va. Tout à l'heure, je n'ai rien pu dire. Il y avait trop de monde. Mais pour m'envoyer à la campagne, alors là, tu fais pas le poids, hein? Non, je te le dis, tu fais pas le poids. Je vais te le montrer. Savez-vous qu'il est arrivé que des poids plumes étendent des poids lourds bien au-delà de 10? Toi, la tordue, t'as un joli museau, mais ça pourrait devenir une tête à claque. Et de celles qui font saigner. Francis, si vous m'aimez, cassez tout de suite la figure à ce sale Ouais, Je suis ravi de vous revoir, monsieur Bessette, mais je ne m'attendais pas à ce que ce plaisir me soit donné si tôt. Je vous ai raconté, commissaire, ce qui s'est passé. Je suis irlandaise, commissaire, je m'y connais un peu. Je peux vous dire que Francis s'est bien battu. Oh, je le vois. Ce sparadrap en témoigne éloquemment sur son visage. Mais vous aussi, Miss O'Mulloy, je crois que vous vous êtes bien battu. Les agents vous ont trouvé tous deux KO. Ce type est une brute. En effet, oui. Une brute. D'après le signalement que vous m'avez donné, je le connais. Bloody Johnny, un ancien boxeur, un mauvais, très mauvais garçon. Alors vous allez l'arrêter? Ah, je ne crois pas, monsieur Bessette. Quel dommage. Vous auriez vu sur ses tibias ce que peuvent faire des talons maniés par une Irlandaise. Mais pourquoi ne pas l'arrêter, commissaire? Parce que, cher monsieur Bessette, on n'arrête pas les noyés. On les repêche, parfois. Vous pensez bien que ceux de sa bande ne pardonneront pas à Bloody Johnny de posséder avec de gros muscles une si petite tête et d'avoir commis une telle bévue. Quelle bévue? Celle de penser qu'il n'y avait pas de moyen plus efficace et plus discret que ces poings pour vous reprendre ce paquet de cocaïne, car c'était bien de la cocaïne qui était dans le paquet. Je crois, oui. Au goût, c'était amer. Brian Powell est un magasin qui n'existe pas. C'est un nom que les trafiquants mettaient sur les paquets de drogue pour que ceux qui sont chargés de les transporter les reconnaissent. Vous vous êtes trompé de paquet, monsieur Bessette. Moi? Oui, vous. Et il faudrait savoir où. Voyons. Entre le moment où vous avez acheté les bonbons chez Dick & Even et celui où vous êtes entré au bar, êtes-vous allé quelque part? Je suis allé dans une brasserie pour déjeuner. Et qu'avez-vous fait de votre paquet? Je l'ai mis, il me semble, dans la galerie au-dessus de la banquette avec mon chapeau et mon parapluie. N'y avait-il pas là un autre paquet? Oh, c'est possible. Je crois, oui, je n'ai pas fait grande attention. Et le charmant garçon qui déjeunait lui aussi et avait mis là ce paquet n'a pas fait non plus attention en reprenant votre paquet au lieu du sien. Vous savez, on aurait tout à fait cru que c'était un paquet de bonbons, on pouvait se tromper. Oh, je n'en doute pas, les trafiquants sont prudents. L'erreur de Bloody Johnny est d'avoir voulu à tout prix récupérer le paquet de drogue qui était entre vos mains.
Voilà du coup la police prévenue, le truc est vanté, et c'est pourquoi votre type en veston à carreaux terminera, si c'est pas déjà fait, sa carrière dans la Mersey avec au cou un bloc de ciment. Ou bien un petit trou dans la tête à Liverpool, on ne sait jamais. Et maintenant, commissaire, que dois-je faire? Pour l'instant, prendre votre chapeau melon et votre parapluie et raccompagner votre charmante compagne chez ses parents en leur expliquant pourquoi ce soir leur fille rentre un peu tard. Très bien, commissaire. J'y vais. Vrai, Francis? Vous me reconduisez chez moi? Certainement, Maureen. Vous êtes merveilleux. Vraiment, Maureen? Mais n'oubliez pas, chérie, que pour l'instant, je ne vous vois que d'un œil. Celui que le gorille n'a pas fermé. Moi, ce qui me plaît, brigadier, c'est que lorsqu'on est appelé pour remettre de l'ordre chez les Homoloy, et ça arrive souvent, il y a toujours du spectacle, et gratuitement. Ah oui, ce sont des durs, ces Irlandais. Le père, la mère, les fils, les brus, la fille, ils aiment tous la bagarre. Et c'est commode. Ils habitent au rez-de-chaussée. Alors avant d'intervenir, on peut regarder un peu. Oui, il vaut mieux les laisser se fatiguer un moment. Après, notre zone est plus facile. La brigadier, vous avez raison. Mais il faut pas trop s'y fier. La fatigue, ils ne connaissent pas beaucoup cela. Et ce soir, hein, ça va bon train. Oh là là, qu'est-ce qui se met. Ça en fera demain du sparadrap. Oh, ça y va être joli. Mais regardez-moi ça, brigadier. Et la mère qui donne du rouleau à pâtisserie dans tous les postérieurs qui se trouvent à sa portée. Mais, allez donc. Et vlan. Il y en a pour tout le monde. Et hop, le vaisselier en l'air. Notez qu'il n'y a pas de famille plus unique, ces gens-là. Ils s'aiment tous bien, mais voilà, ce sont des Irlandais. Oh, mais dites donc, brigadier, ce soir, ils ont un invité. Un invité? Où voyez-vous un invité dans cette mêlée? Pas dans la mêlée, dans le buffet. Il est comment, encastré dans le buffet? Ah oui, je vois. Un type avec un melon et un parapluie. Et qu'est-ce qu'il vient fiche là-dedans? Pour le moment, il cherche surtout à se dégager du buffet. Là, ça y est, il est sorti. Oui. Oh non! Bon, le père Melon, il le renvoie dans le buffet. Il garde tout de même son melon et son parapluie. Ça doit être un gentleman. Oh, un gentleman chez les Melon. Oh, ça me paraît bizarre, brigadier. Bon, je vais aller éclaircir ça. Très bien, brigadier. Mais attention, hein, la dernière fois, vous êtes bien entré par la porte qui était ouverte, mais aussitôt, vous êtes sorti par la fenêtre qui était fermée. Monsieur Francis Bessette. Monsieur Joseph Mélite. Monsieur Francis Bessette, il est dit, les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1. C'est pourquoi je ne parfumerai pas mes reproches de l'huile de l'hypocrisie, monsieur Bessette. Je vous écoute, monsieur Mélite. Je vous demande donc, monsieur Bessette, si la maison Lumsden Company, qui est très honorablement connue sur la place de Liverpool, peut espérer vous voir venir en ses bureaux autrement que couvert d'un sparadrap si fourni qu'il ne laisse guère apercevoir votre figure humaine. Je suis moi-même désolé de l'aspect que me donne ce sparadrap, mais je crois que sans lui, mon aspect serait encore plus déplorable. Ah. Un accident, sans doute. Plutôt une succession fortuite d'événements aussi fâcheux qu'imprévisibles. Vraiment? Oui, d'abord une divergence d'opinion avec un gentleman en veston à carreaux, qui n'était pas vraiment un gentleman, au sujet d'un paquet de sucre en poudre, qui n'était pas vraiment du sucre en poudre. Il est dit, la pression du nez produit le sang et la pression de la colère produit des querelles. Proverbe, chapitre 30, verset 33. C'est ça, la pression brutale du nez sous le poing produit du sang. Exact. Et puis il y a une petite réception chez ma future belle famille. Oui, les parents d'une jeune Irlandaise que je désire épouser. Il est dit, pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Proverbe, chapitre 5, verset 20. Écoutez, monsieur Mélite, il est dit,
Certes, je suis plus stupide que personne, Proverbe, chapitre 30, verset 2. Mais il est également dit, tu es belle, mon ami, comme Tirzah, agréable comme Jérusalem. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 4. Mais il est dit, monsieur Bessette, la bouche des étrangères est une fosse profonde, Proverbe, chapitre 22, verset 14. Et encore, les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin, Proverbe, chapitre 19, verset 13. Mais ma fiancée n'est pas étrangère, elle est irlandaise. Il n'est pas dans les coutumes des filles d'Angleterre de couvrir la figure de ceux qu'elles aiment d'un voile de sparadrap. Je vous prie, monsieur Mélite, de voir en ce sparadrap la preuve de la chaleur avec laquelle m'ont accueilli le père et les frères de celle dont je veux faire ma femme. Lorsqu'ils ne vous reçoivent pas avec une telle effusion, monsieur Bessette, à quoi s'emploient ces gens? Ils sont dockers sur le port, monsieur Mélite. Dockers. J'ai le devoir de vous faire connaître que la maison Lumsden Company ne saurait en aucune façon admettre qu'un de ses employés appelé à occuper un poste important, et même s'il n'y est point appelé, prenne comme épouse la fille et la sœur de Docker. C'est le cadet de mes soucis. Vous vous moquez de votre avenir. Non, mais je n'entends pas lui sacrifier mon bonheur. J'ai le regret de vous dire, monsieur Francis Bessette, que j'estime m'être trompé sur votre compte et que je serai obligé dorénavant de vous placer dans mon jugement sur le même plan que Burt Lumsey. Oh non, monsieur Mélite, Burt n'est pas aussi mauvais que vous vous l'imaginez. Il n'est pas mauvais, il est pire. Il a la volonté d'être mauvais. Que lui reprochez-vous? Il a le goût des objets de perdition, les boissons fortes, les filles légères, et les véhicules automobiles. Ce sont là des plaisirs qu'un homme comme lui peut se permettre. Il est jeune, il est riche. Les plaisirs qu'il a choisis sont les plus dispendieux. Burt dépense plus d'argent qu'il n'en gagne ici. Son père peut lui donner ce qui lui est nécessaire. Votre père, Francis Bessette, votre père, qui était comptable dans cette maison, savait ce qui s'y passait et ce qui s'y passe toujours. Quand il a besoin d'argent, Burt en prend dans la caisse. Dans la caisse? Ah, mais ça, c'est du... Mais ça, c'est le commencement d'une pente fatale dont la déclivité ne peut que s'accentuer. Vraiment, vous croyez que Burt... Je sais que les besoins d'argent de Burt Lumsey sont énormes. Je sais qu'il y a des trafics qui rapportent beaucoup d'argent à ceux qui ne craignent pas la honte de s'y livrer. Et je sais que qui a bu à la coupe de la honte revient à cette ivresse. Burt ne peut pas avoir commis une action honteuse. Il a commis la honte des hontes, car il est écrit « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. » Deutéronome, chapitre 5, verset 21. Burt, j'en suis certain, ne convoite ni bœuf, ni âne. Mais il convoite la femme et la servante. Et elle n'est qu'une même et seule personne, car la dactylographe est la servante, mais elle peut aussi être, par certains côtés, l'épouse. Vous voulez insinuer que Sarah Colson... Cette fille qui est belle de forme, agréable de visage, qui porte le feu dans ses cheveux et l'enfer dans ses yeux... Et qui zozote terriblement. Cette Sarah Colson, étant dactylographe, est la servante de M. Lumsey, le père, et elle lui est, par certains côtés, épouse, car M. Lumsey est veuf, et la chair est faible. Et Burt... Burt entoure cette fille de sa concupiscence, et cette concupiscence la conduit dans la voie maudite des dépenses inconsidérées, voie qui est d'abord bordée de créanciers et d'âpres prêteurs, puis de gens sans aveu et de criminels, ce qui conduit aux gestes les plus inconsidérés. Mais se peut-il que Burt... Burt aime les automobiles dont le moteur est puissant et la vitesse élevée. Eh bien, monsieur Bessette, Burt vient de vendre sa voiture, sa belle Austin vert sombre. C'est vous ici? Et faut-il vous répéter que j'aime pas les Anglais? Même avec le chapeau melon et le parapluie roulé. Mais monsieur O'Mulloy, ce qui m'amène chez vous, c'est... Je sais ce qui vous amène chez moi, monsieur Francis Bessette. Comme ça, à l'improviste et sans me prévenir. Sinon, j'aurais peut-être mis mon costume propre. Et ça n'aurait rien changé à la chose. Là n'est pas la question. En effet.
La question est de savoir si ce sera mon fils Shan, mon fils Liam ou mon fils Ruad qui va vous catapulter dans le buffet. Monsieur O'Mulloy. Mais je crois que je le ferai plutôt moi-même. Parce que c'est un buffet tout neuf que je viens d'acheter. L'autre était tout à fait hors d'usage. Je vous en prie, monsieur O'Mulloy. Et je vais vous y faire entrer comme l'autre jour avec le melon et le parapluie. Si vous y tenez. Mais d'abord, écoutez-moi. J'ai rien à écouter. Et comme les Irlandais préfèrent les actes aux paroles... On a enlevé Maureen. Que dites-vous? Je dis qu'on a enlevé Maureen. Enlevé Maureen? Qui ça? Des Anglais, bien sûr. Je ne sais pas, moi. Alors comment savez-vous qu'on a enlevé ma fille? Je vais vous le dire. Un coup de téléphone. De qui? Je ne sais pas. Oh, vous autres Anglais, vous ne savez jamais rien. Que vous apprenez qui ce coup de téléphone? L'individu qui me téléphonait m'a simplement dit « Miss O'Mulloy est entre nos mains. Si vous ne vous tenez pas tranquille et si vous continuez à mettre votre nez dans nos affaires, Miss O'Mulloy fera un plongeon dans la Mersey. » Maureen sait très bien nager. Ils s'arrangeront certainement pour qu'elle ne le sache plus du tout. Vous n'avez pas souvent d'idées sous votre chapeau melon, mais j'admets que celle-ci n'est pas absolument mauvaise. Qu'avez-vous fait après avoir appris ça? Que vouliez-vous que je fasse? J'ai téléphoné à la police et je suis venu ici vous avertir. Téléphoner à la police, c'était idiot. Venir ici, c'était mieux. Monsieur O'Mulloy... Taisez-vous. Je verrai plus tard si je vous envoie ou non dans le buffet. Mes gars, vous avez entendu? On a enlevé votre sœur. Silence! Dans les cas graves comme dans les autres, c'est moi qui commande ici. Sean, alerte tous les Irlandais du port, depuis Glaston jusqu'à Herculaneum. Bon. Toi, Liam, préviens tous les chefs de clan irlandais et qu'ils mettent leurs hommes en action. Oui. Et toi, Ruad, va ramasser tous les Irlandais que tu trouveras dans les bistrots. Ouais. Moi, je me charge des dockers. Compris? En avant, Irlande! Et moi, monsieur O'Mulloy? Vous, le gentleman, vous allez faire le tour des pharmacies et rafler tout ce que vous trouverez de sparadrap. Il en faudra sans doute beaucoup après notre petite opération. Je regrette un peu, monsieur Bessette, que vous ayez fait appel au secours des Irlandais, que vous n'ayez pas fait plus confiance à la police. Nous avons aussi d'excellentes méthodes. Excellente, commissaire, mais souvent un peu lente. De toute façon, Miss O'Mulloy, je me félicite que l'aventure se soit heureusement terminée pour vous. Enfin, du moins provisoirement. Vous êtes trop aimable, commissaire. Mais je vous avoue préférer me trouver dans le fauteuil de votre bureau que bâillonné et ficelé comme un saucisson sur la paille pourrie du vieil entrepôt de Pleasant Street. Je vous comprends, Miss O'Mulloy, mais puis-je vous demander comment fut si vite découvert l'endroit où vous étiez séquestré? C'est très simple. Mon père a alerté tous les Irlandais de Liverpool. Ah, évidemment, ça fait du monde. Un Irlandais avait remarqué dans la journée que 2 femmes entraient dans l'entrepôt de Pleasant Street et qu'une seule en sortait. Ça lui a paru bizarre. Mm-hmm. Des femmes dans les entrepôts, ça se voit pas souvent. Il a fait savoir ça. Mon père et mes frères se sont rendus à l'entrepôt. Maureen omet de vous dire, commissaire, que je les accompagnais. Ah, je m'explique, monsieur Bessette, pourquoi votre nez est orné d'un morceau de sparadrap. C'est-à-dire que c'est une erreur. Oui, vous comprenez, dans l'obscurité, un coup de poing de l'AM ou bien de Roide, on ne sait pas. Ce sont des choses qui arrivent dans les bagarres. Au commissaire, mon père le regrette assez. Il n'y a pas eu de bagarre. Pas de bagarre? Non, il n'y avait qu'un seul homme pour me garder. Ah, parfait. Parfait, voilà un gaillard auquel nous pourrons demander quelques éclaircissements. Ah ben certainement pas, commissaire. Et pourquoi? Pour la bonne raison qu'il est mort. Mort? Oui, un petit coup de clé à molette que mon frère Sean tenait à la main. Il faut dire que le bonhomme menaçait mon père de son revolver. Dommage. Mais vous m'avez dit que 2 femmes étaient entrées dans l'entrepôt. L'une, c'était vous, Miss O'Mulloy. Bien sûr. Mais l'autre? L'autre, c'était la fille qui était venue me chercher à mon restaurant en me racontant que Francis avait été victime d'un accident et qu'il me réclamait à son chevet. Truc classique. Et quelle était cette fille? Une jolie fille, grande, bien faite, chic, avec des cheveux roux. Et qui zozotait, mais zozotait. Je la connais, commissaire. Vous? Oui, c'est Sarah Colson. Ah, très bien. Sarah Colson. Et que savez-vous d'elle? Elle est dactylographe chez Limsey Co. Mais elle est aussi très bien, vous me comprenez, très bien avec le patron, Clive Limsey.
Et probablement aussi avec le fils, Burt Limsey. Et cela, pour moi, commissaire, c'est terrible. Terrible. Pourquoi terrible, monsieur Bessette? Faut-il vous le dire, commissaire? Burt Limsey est mon ami. Clive Limsey, son père, est mon patron et protecteur. Quand mes parents sont morts, ils ont été l'un et l'autre très bons pour moi. C'est à eux que je dois mon emploi. Je voudrais n'avoir pour eux que de la reconnaissance. Hélas, commissaire, j'ai dû remarquer trop de choses. Lesquelles, monsieur Bessette? Il m'est douloureux de vous le dire. Ceci, d'abord. Burt possédait une Austin vert sombre. Mes parents ont été tués par le conducteur d'une Austin vert sombre. Le fait est qu'il y a en circulation très peu d'Austin vert sombre. Vous aussi, commissaire, vous avez fait ce rapprochement. Et que diriez-vous si vous saviez que Burt vient de vendre l'Austin? Comme s'il avait voulu se défaire de l'arme du crime, peut-être pour n'avoir pas à répondre, je ne sais pas, moi, d'un phare brisé ou d'une éraflure de la peinture. Possible. Continuez, monsieur Bessette. Eh bien, il y a encore ceci. Limsey & Co. est certes une très grosse maison de commerce, mais Burt Limsey dépense beaucoup. Beaucoup et sans compter. Quand il lui faut de l'argent, et il lui en faut toujours, vous comprenez, les bars, les courses, le jeu, les filles... Oui, je vois ce que c'est. Quand il lui faut donc de l'argent, Burt le prend dans la caisse de la maison. Cela y fait des trous. De gros trous. Mon père était comptable. Il a dû constater ces trous qui mettaient l'équilibre de la caisse en péril. Burt n'a pas voulu que mon père puisse parler. Oh, monsieur Bessette. Je ne dis pas que Burt Limsey ait été satisfait de voir ses dilapidations mises à jour. Mais tout de même, un double crime pour un vol, après tout, familial, puisque c'est l'argent de son père qu'il jette par la fenêtre. Il ne risquait qu'une semonce paternelle ou que son père le flanque à la porte et l'envoie se faire prendre ailleurs. Burt se serait trouvé sans ressources, ce qu'il ne peut pas supporter, mais il y a pire, commissaire. Mon père a dû découvrir pire. Je vous écoute. Allez. Les trous faits dans la caisse, il fallait qu'ils soient comblés, d'une manière ou d'une autre. Vous entendez, d'une manière ou d'une autre. Et par Burt, ou bien par son père de toute façon responsable. Or, commissaire, vous savez ce que c'est que le commerce. Il y a des hauts, il y a des bas, même dans les grosses maisons. Et quand on prend dans la caisse sans compter, c'est parfois grave. Très grave, la maison peut s'écrouler. Mais à côté du commerce légal, pratiqué en plein jour, il y a le trafic illicite, le trafic de la drogue, par exemple, et qui rapporte énormément. Ainsi pour vous, chez Limsey & Co., on trafiquait de la cocaïne. Oui. Oui, et c'est cela que mon père avait découvert. Et c'est pour cela qu'ils l'ont tué. Burt. Ou bien son père, qui conduisait aussi parfois l'Austin vert sombre. Alors, c'est cela, je ne puis plus en douter. Et pourquoi? Pourquoi, mais... Ah, comme l'évidence m'en est cruelle. Pour faire taire mon père qui a découvert le poteau rose, on provoque un accident avec une Austin vert sombre. À mon tour, on veut me faire taire parce qu'une confusion de paquets m'a mis sur la voie du trafic de drogue. Pour me contraindre au silence, on enlève celle que j'aime, comme on a enlevé l'ami de mon père, Harry Osley. Et qui participe à cet enlèvement? Sarah Colson. Sarah Colson, la jolie secrétaire qui a déjà pu entendre chez Limsey & Co. qu'Harry Osley me donnait rendez-vous. Sarah Colson qui est la maîtresse de Clive Limsey, ou bien de son fils, leur intime et leur complice. Mais tout est clair, commissaire, tout est trop clair. Sarah Colson dévoile les Limsey. Tout paraît se tenir, en effet, dans vos déclarations, monsieur Bessette. Avez-vous parlé de ces choses-là à votre ami Burt Limsey? Oh, non. Non, n'est-ce pas, je n'avais que des soupçons, je ne voulais pas encore y croire. C'est l'intervention de Sarah Colson qui a levé mes derniers doutes. Puis d'ailleurs, nous étions en froid, lui et moi. Ah, pour quel motif? Il regardait de trop près Miss O'Mulloy. Nous avons eu une explication et nous avons dû ensuite nous mettre un peu de sparadrap. Vous voyez, commissaire, Francis commence à être de ma famille. Je le constate. Mais pour prouver que Francis a raison, il y a un moyen tout simple. Lequel, Miss O'Mulloy? Interroger Sarah Colson, commissaire. À mon tour de vous dire impossible. Pourquoi? Je suis plus renseigné que je ne le parais, peut-être. Jurez-moi donc tous les deux de ne rien répéter à quiconque de ce que je vais vous apprendre. Vous avez notre parole, commissaire. La Mersey a rendu ce matin le cadavre de Sarah Colson. Eh bien, mais c'est charmant.
Évidemment, le bureau d'un commissaire de police peut vous paraître un lieu étrange pour célébrer des fiançailles. Mais après tous ces événements, je me sens un peu des vôtres. Bon, tout le monde est là. De ce côté, le fiancé, M. Francis Bussett. Vous, M. Clive Limsey, son patron. Vous, M. Burt Limsey, son ami. Et vous, M. Joshua Mellit, son mentor. Et de l'autre, la fiancée, Miss Maureen O'Mulloy, sa mère, ses 3 frères, et vous, son père, Patrick O'Mulloy. Je tiens à faire une déclaration. Si je donne mon consentement au mariage de Maureen avec le gentleman au chapeau melon, c'est pour réparer une erreur de jeunesse. Vraiment, monsieur O'Mulloy? Oui. Un jour, il y a quelque chose comme 30 ans, j'ai vu une femme qui allait rouler sous un tramway. Et elle y passerait, si je l'avais pas prise dans mes bras au dernier moment. J'étais jeune. Comme elle était dans mes bras, je l'ai gardée. Et je l'ai épousée. Et c'est alors que je me suis aperçu que c'était une Anglaise. Non. Oui, une Anglaise. Trop tard, c'était fait. Ça n'empêche pas qu'elle m'a rendu heureux. Et que nous formons l'Anglaise, mes gars, ma fille, et moi, une famille unie. Unie et paisible. Et je casserai la figure à qui dira le contraire, Seulement, à la réflexion, puisque j'ai pris une fille à l'Angleterre, je trouve juste que je lui en rende une. C'est très juste, monsieur O'Mulloy, je vous félicite de votre probité. Ah, je suis irlandais, moi. Je suis honnête. Oh. Miss O'Mulloy, voulez-vous avoir l'amabilité de voir qui sonne à la porte? J'avais pourtant dit qu'on ne nous dérange pas. Monsieur le commissaire, c'est Sarah Colson qui demande... Comment? Mais ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être Sarah Colson. Et comment le savez-vous, monsieur Mellit? Eh bien, parce que... Haut les mains, monsieur Mellit. Et restez tranquille. Au nom de la loi, je vous arrête. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, monsieur Burt Limsey, que monsieur Joshua Mellit a sans doute peur des fantômes. Il sait en effet que Sarah Colson ne peut pas sonner à ma porte, et il ne peut le savoir que parce qu'il l'a jetée dans la Mersey. J'ai été stupide et sans intelligence. Psaume, chapitre 73, verset... Oh, trêve à vos sentences, Joshua Mellit. Votre masque est déchiré par vous-même. Vous avez tué Sarah Colson comme tué ou fait tuer Bloody Johnny, l'imbécile, Harry Osley qui possédait une lettre compromettante, et Maud et Bill Bessett en se servant de votre propre voiture, monsieur Limsey. Oh, la Austin que je viens de vendre pour acheter une Jaguar, qui est plus rapide. C'était un cadeau de mon père. Cette Austin vert sombre qui a permis à Joshua Mellit, avec quelques autres calomnies, d'aiguiller les soupçons sur vous et sur votre père. Et il a tué Maud et Bill Bessett parce que Bill Bessett avait découvert ce qu'il est. À la firme Limsey Co., un vieux chef de service plein de sagesse et riche de sentences. À l'enseigne Broggie & Powell, le chef d'une bande de trafiquants de cocaïne, car il lui fallait de l'argent, beaucoup d'argent, pour satisfaire les exigences de sa jolie maîtresse, Sarah Colson. Pourtant, il l'a tué. Il l'a tué. Comme pris dans l'engrenage, il a tué tous ceux qui pouvaient le dénoncer. Je soupçonnais le double jeu du bonhomme. Dans les bas-fonds qu'il lui fallait bien fréquenter, parfois on l'appelle le pasteur. Et Sarah était un peu trop visible à ses côtés. Mais il me fallait son aveu. J'ai imaginé cette mise en scène dont je vous prie de m'excuser. Joshua Mellit est tombé dans le piège. Alors merci, Miss O'Mulloy, vous avez très bien joué votre rôle. C'était pas difficile. J'ai fait ce que vous m'avez dit de faire, commissaire. Vous voyez que nos méthodes anglaises ont aussi parfois du bon, Miss O'Mulloy. Alors, Joshua Mellit, donnez-moi vos poignets que j'y passe les menottes. Je vous demande pardon, monsieur le commissaire. Il y a quelque chose qui me ferait bien plaisir auparavant. Et quoi donc, monsieur O'Mulloy? C'est de casser un peu la gueule à cet Anglais de Joshua Mellit. Allons, monsieur O'Mulloy. Vous voyez bien que Joshua Mellit n'a pas une tête à portée du sparadrap.
Amour et sparadrap. Ce film radiophonique de Jean Grimaud, d'après le roman de Charles X Braillat, avait pour interprètes Philippe Dumas, Dominique Paturel, Clément Béram, Maurice Chevitte, Jean-Charles Thibault, Dominique Jaïr, Geneviève Morel, Jean Mauvais, Jean Bollot, Yves Duchâteau et Montcorbier.